Ma fille attendait notre voyage familial aux Maldives avec impatience. Puis, la veille de notre vol, ma mère a appelé, nous avons décidé que votre famille ne viendrait pas. Les enfants de ta sœur ne veulent pas vous voir. J'ai souri et j'ai dit 4 mots. Puis j'ai raccroché. 1 minute. 3 minutes. 5 minutes. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Parce que je m'appelle Daniel Prescott. J'ai 35 ans. Je vis à Denver, dans le Colorado. Et jusqu'à la veille de notre vol, je croyais sincèrement qu'un voyage en famille aux Maldives allait être la chose qui ramènerait enfin un peu de lumière dans la vie de ma fille. Pendant des semaines, elle avait fait le décompte comme si c'était Noël, son anniversaire et toutes les bonnes choses du monde réunies en une seule. Elle fabriquait des petits maillons en papier et en arrachait un chaque matin. Elle s'entraînait à prononcer des mots insulaires qu'elle avait trouvés en ligne. Elle avait même collé des poissons et des récifs coralliens dessinés à la main sur notre réfrigérateur, comme si elle y était déjà à moitié. Et peut-être que cela semble anodin, mais après l'année que nous avions eue, la voir enthousiasmée par quoi que ce soit me paraissait énorme. Alors, quand mon téléphone a sonné la veille de notre départ, j'ai pensé que ce serait pour une question de dernière minute sur les bagages ou pour quelqu'un qui aurait oublié un passeport. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix de ma mère, calme comme toujours, me dire qu'ils avaient décidé que ma fille et moi ne viendrions finalement pas. Elle a dit que les enfants de ma sœur ne voulaient pas nous voir. Comme si c'était une chose normale à dire à une mère dont l'enfant avait passé des semaines à rêver d'eau claire, de tortues de mer et du premier vrai sourire qu'elle avait eu depuis des mois. Je me souviens être resté là, ma valise à moitié ouverte sur le lit, à l'écouter parler, et sentir quelque chose en moi devenir complètement immobile. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas demandé de répéter. J'ai juste souri et dit 4 mots qui n'avaient de sens pour personne à ce moment-là, sauf pour moi. Puis j'ai raccroché. 1 minute plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Puis il a sonné encore et encore, car quelque part entre la fin de cet appel et le 3e appel manqué qui illuminait mon écran, les personnes qui pensaient pouvoir exclure ma fille du voyage que j'avais payé venaient de réaliser que je n'allais pas pleurer et disparaître en silence. Avant que je vous raconte la suite, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire porte. Dès que j'ai mis fin à cet appel, j'ai posé mon téléphone face contre le lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient stables, ce qui me surprend encore quand j'y repense, car à l'intérieur, j'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mais j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à réparer les dégâts des autres, à résoudre les problèmes avant même que quiconque ne s'en rende compte. Et cette nuit-là, mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours quand quelqu'un me met au pied du mur. Il est devenu calme. Il est devenu organisé. Il est devenu efficace. Toutes les réservations pour ce voyage étaient sous mon compte. Chaque courriel de confirmation m'était parvenu. Reniflement, chaque dépense avait été portée à ma carte. Les vols, la villa sur pilotis, les transferts de l'aéroport, le forfait repas, l'option plongée avec tuba, tout. Je me suis d'abord connecté au site de la compagnie aérienne, puis au portail de l'hôtel, puis à la page de l'assurance voyage, puis à l'application de la carte de crédit. J'entendais encore la voix de ma mère dans ma tête, disant qu'ils avaient décidé que ma fille et moi ne viendrions pas. Comme si mon enfant et moi étions des invités qu'ils pouvaient désinviter d'un barbecue, au lieu des 2 personnes dont l'argent avait rendu tout cela possible. J'ai annulé la réservation de groupe. J'ai accepté les pénalités. J'ai converti ce qui pouvait l'être. J'ai remboursé ce qui pouvait l'être. J'ai réservé à nouveau ce qui pouvait l'être. Et puis j'ai fait la seule chose qu'ils n'auraient jamais cru que je ferais. J'ai utilisé le crédit restant et le solde disponible pour réserver un voyage privé plus petit, juste pour moi et ma fille. Pas la villa géante pour tout le monde. Pas la version conçue pour plaire à ma mère, accommoder ma sœur et s'assurer que tout le monde ait la meilleure chambre, la meilleure vue et l'horaire le plus simple. Juste une belle chambre, suffisante pour nous deux, avec un départ légèrement différent, un nouveau numéro de confirmation et mon nom sur chaque page. Le premier appel est arrivé avant même que j'aie fini. Je l'ai laissé sonner, puis un autre, puis un autre. Ma mère, ma sœur, mon beau-frère, de nouveau ma mère, puis une série de textos si rapides qu'ils s'empilaient les uns sur les autres avant que je puisse les lire. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que je reçois des courriels? Daniel, décroche le téléphone tout de suite. Tu es complètement folle.
J'ai continué à travailler. J'ai déplacé les passeports sur le dessus de ma commode. J'ai fermé la valise. J'ai vérifié ma fille. Elle dormait avec un de ses petits livres de voyage ouverts à côté de son oreiller, comme si elle avait essayé de lire jusqu'au matin. C'est à ce moment-là que j'ai failli craquer. Pas l'appel de ma mère, pas l'insulte, pas même la trahison. C'était de voir ce petit livre et de savoir que des gens de mon propre sang pouvaient regarder cet enfant et décider quelle était la personne la plus facile à sacrifier. Mon téléphone a de nouveau vibré et cette fois, j'ai répondu, car je savais déjà exactement pourquoi ils appelaient. Ma sœur n'a même pas dit bonjour. Elle a hurlé mon nom comme si j'avais commis un crime. Elle voulait savoir pourquoi l'hôtel avait annulé la réservation familiale. Elle voulait savoir pourquoi leur vol avait disparu. Elle voulait savoir comment j'avais pu faire ça à ses enfants. J'ai dit la même chose que j'aurais dû dire des années plus tôt. Tu ne peux pas retirer ma fille d'un voyage que j'ai payé et t'attendre à en profiter à mes frais. Il y a eu ce silence stupéfait, comme si j'avais parlé une langue qu'elle ne comprenait pas. Puis elle s'est lancée dans sa performance habituelle, me traitant de dramatique, d'instable, de vindicative. Ma mère a pris le téléphone en pleurant, disant que j'avais tout gâché, que les enfants étaient confus, que je devais arranger ça immédiatement. Et ce mot, arranger, m'a presque fait rire, car arranger les choses était mon travail dans cette famille. Arranger l'emploi du temps, arranger l'argent, arranger l'humeur, arranger les conséquences de l'égoïsme des autres. Mais pour la première fois de ma vie, je n'arrangeais pas un problème pour eux. J'en mettais un terme pour moi. Je leur ai dit que j'avais déjà tout réglé. J'ai dit que s'ils voulaient des vacances aux Maldives, ils étaient libres de payer les leurs. Puis j'ai de nouveau raccroché. Ma fille s'est réveillée peu de temps après et est entrée dans ma chambre en pyjama, se frottant un œil, me demandant pourquoi mon téléphone n'arrêtait pas de faire du bruit. Je me suis assise sur le bord du lit, je l'ai serré contre moi et je lui ai dit qu'il y avait eu un changement de programme, mais que je préparais quelque chose de mieux. Elle m'a regardé avec ses petits yeux fatigués et m'a demandé si nous allions toujours quelque part avec de l'eau bleue. Je lui ai dit oui, et pour la première fois de la nuit, je le pensais de tout mon cœur. Le lendemain matin, la conversation de groupe familial ressemblait à une scène de crime numérique. Ma mère avait envoyé des paragraphes. Ma sœur avait envoyé des notes vocales. Mon beau-frère était passé de l'indignation à la menace en moins d'une heure. Il y avait des captures d'écran de courriels d'annulation, des accusations à moitié tapées, des émojis en pleurs de ma mère qui, d'une manière ou d'une autre, me mettaient plus en colère que tout le reste. Ma sœur était la plus bruyante, bien sûr. Elle disait que ses enfants avaient déjà fait leurs valises. Elle disait qu'elle avait demandé ses congés il y a des mois. Elle disait que Brandon s'était organisé. Elle disait que je l'avais humilié. Encore ce mot. Pas ce qu'ils avaient fait à ma fille. Pas ce qu'ils m'avaient dit. Pas le fait qu'ils pensaient pouvoir nous effacer après que j'ai tout payé. Non, la vraie tragédie dans son esprit était qu'elle avait maintenant l'air ridicule. J'ai lu chaque message une fois, puis j'ai commencé à faire des captures d'écran. C'est à ce moment-là que Gavin Ross est arrivé. Gavin et moi nous sommes rencontrés à l'université. À l'époque, il était le genre de gars qui pouvait transformer un désastre chaotique en une feuille de calcul avant minuit tout en vous faisant rire. Au fil des ans, il était devenu l'une de ces rares personnes qui ne demandaient jamais d'attention, mais qui semblait toujours savoir quand j'avais besoin d'aide. Il travaillait maintenant dans la finance personnelle et avait aidé des gens à démêler des litiges de dette, des problèmes de facturation et des histoires de prêts familiaux sordides. Je lui avais envoyé juste 3 lignes la veille. Ma famille nous a désinvités du voyage que j'ai payé. J'ai tout annulé. Ils perdent la tête. Il s'est présenté à ma porte le lendemain matin avec du café, des sandwichs pour le petit déjeuner et le genre d'expression que les gens arborent quand ils s'efforcent de ne pas dire « je te l'avais bien dit ». Reniflement. Il s'est assis au comptoir de ma cuisine, a fait défiler les messages et a dit très calmement « garde tout. Ne réponds pas de manière émotionnelle. Ne supprime rien. Laisse-les continuer à parler. » Ma fille était assise à la table en train de colorier pendant que je tendais mon téléphone à Gavin et que je le regardais créer des dossiers comme s'il s'agissait d'un projet de travail et non de l'effondrement de ma famille. Il a sauvegardé des captures d'écran de la conversation de groupe où ma sœur disait qu'ils étaient à court d'argent et qu'ils me rembourseraient après le voyage. Il a sauvegardé les confirmations par courriel. Il a sauvegardé mon relevé de carte de crédit montrant les débits.
Il a sauvegardé la note vocale où ma mère disait que ce serait plus simple si ma fille et moi passions notre tour cette fois, car les autres enfants n'étaient pas à l'aise. Entendre cette phrase rejouée à voix haute dans ma propre cuisine m'a retourné l'estomac. Reniflement, Gavin m'a regardé et a posé une question. Ont-ils jamais dit une seule fois que l'argent était un cadeau avant aujourd'hui? J'ai dit non. Il a hoché la tête comme s'il connaissait déjà la réponse. Ma sœur, pendant ce temps, avait déplacé la performance en ligne. Vers midi, un de mes collègues m'a envoyé une capture d'écran de sa story Instagram. Elle pleurait face à la caméra, le mascara assez parfait pour me faire soupçonner que tout avait été répété, disant que sa propre sœur avait ruiné un voyage familial unique par pure méchanceté. Elle n'a pas mentionné qui avait payé. Elle n'a pas mentionné qu'ils avaient désinvité une enfant de 9 ans la veille du départ. Elle n'a pas mentionné qu'on s'attendait à ce que je sourie et que je finance leurs photos de plage. Bref, elle s'est simplement présentée comme une mère au cœur brisé dont la sœur cruelle s'était déchaînée sans raison. J'ai fixé cette vidéo plus longtemps que je n'aurais dû. Gavin m'a pris le téléphone des mains et a dit « Sauvegarde-la. Ne la regarde pas 2 fois. » Alors, je l'ai sauvegardée aussi. Ma mère a appelé 3 fois cet après-midi-là. J'ai finalement répondu au 4e essai, principalement parce que je savais qu'elle n'arrêterait pas avant d'entendre ma voix. Elle s'est immédiatement mise à pleurer, disant que j'avais détruit la famille, que mon père ne pouvait pas croire à quel point j'étais froide, que les enfants de ma sœur étaient dévastés. Je lui ai demandé une seule chose. Mila était-elle dévastée quand vous avez décidé qu'elle n'était pas la bienvenue? Silence. Pas de culpabilité, pas d'excuses, juste le silence. Puis elle a prononcé la phrase qui a changé quelque chose en moi pour de bon. Daniel, tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Gavin s'est appuyé contre le comptoir et a demandé ce qu'elle avait dit. Je lui ai raconté. Il a juste secoué la tête. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je le savais. Cela signifiait qu'ils avaient compté sur moi pour absorber cela aussi. Le coup, l'insulte, le désagrément, la tristesse, l'humiliation, tout. Parce que c'était le rôle qu'on m'avait toujours donné. Fille fiable, sœur raisonnable, amortisseur humain. J'ai regardé mon enfant, qui coloriait toujours comme si le monde était sur parce qu'elle me faisait confiance pour le maintenir ainsi. Et j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai peut-être jamais dite de ma vie. Je ne suis plus le distributeur automatique de billets de cette famille. Gavin n'a pas applaudi ni ne m'a félicité. Il a juste fait un petit hochement de tête, comme s'il comprenait à quel point cette seule phrase m'avait coûté et à quel point elle pourrait me sauver. Ce soir-là, après que ma fille se soit couchée, j'ai envoyé un seul message dans la conversation de groupe familial. Puisque vous avez choisi de m'exclure, moi et Mila, d'un voyage que j'ai payé, j'attends le remboursement du montant que vous aviez accepté de couvrir. J'ai tous les documents. Je ne discuterai pas de cela de manière émotionnelle. Je le discuterai par écrit. Ma sœur a répondu en moins d'1 minute. Tu es incroyable. Ma mère a dit, après tout ce que nous avons fait pour toi. Et là, en regardant ces mots sur mon écran, j'ai réalisé qu'ils n'admettraient jamais ce qu'ils avaient fait. Les gens comme ça ne le font jamais. Ils changent simplement l'histoire jusqu'à ce qu'ils puissent encore vivre avec eux-mêmes. Le problème pour eux, c'est que j'avais les reçus. Les jours suivants furent un étrange mélange de chaos et de calme. Extérieurement, ma vie semblait normale. Je me levais, je préparais ma fille, je répondais aux courriels professionnels, je préparais le dîner, je pliais le linge. Intérieurement, j'avais l'impression de retenir une inondation à 2 mains. Ma sœur continuait d'envoyer des messages qui oscillaient sauvagement entre la rage et la manipulation. 1 minute, elle me traitait de vicieuse et d'instable. La minute suivante, elle disait que les enfants ne comprenaient pas pourquoi tante Daniel les détestait maintenant. Puis elle est passée à l'argent, car c'est toujours là que se logeait la vraie panique. Brandon avait apparemment réservé des vols de positionnement séparés qui n'étaient pas entièrement remboursables. Ils avaient acheté de nouvelles valises. Ils avaient payé pour la garde des animaux. Ils avaient pris des jours de congés non remboursables. Ma mère s'était acheté toute une garde-robe de vacances qu'elle avait déjà montrée à la moitié de ses amis. Rien de tout cela n'avait compté quand ils excluaient mon enfant. Soudain, tout cela comptait quand c'était eux qui perdaient quelque chose. Ma mère a appelé un soir et a pleuré si fort que je pouvais à peine la comprendre.
Elle a dit que des parents posaient des questions parce que ma sœur s'était plainte à tout le monde. Elle a dit que j'embarrassais la famille. Elle a dit que cela avait pris des proportions plus grandes que nécessaire. J'ai failli en rire. Ils avaient rendu les choses grandes à la seconde où ils avaient décidé que ma fille était jetable. Ma sœur a finalement cessé de faire des allusions et a commencé à menacer. Elle a texté qu'elle me traînerait en justice pour préjudice financier intentionnel. Elle a dit que j'avais agi avec malveillance. Elle a dit que je regretterais de l'avoir humiliée. J'ai envoyé chaque message à Gavin. Il continuait de me dire la même chose. Laisse-les parler. Plus ils deviennent émotifs par écrit, mieux c'est pour toi. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les menaces. C'était ma fille. Elle en savait assez pour comprendre que quelque chose n'allait pas, mais pas assez pour comprendre pourquoi. Elle m'a demandé au petit déjeuner si nous allions toujours voir les petites maisons sur l'eau. Elle a demandé si le voyage était peut-être juste reporté. Elle a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. J'ai posé ma tasse de café si vite qu'elle a débordé sur la table. Non, chérie. Absolument pas. Tu n'as rien fait de mal. Elle m'a regardé une seconde comme si elle essayait de décider si elle me croyait. Et cela m'a presque brisé plus que l'appel initial, car les enfants supposent toujours qu'ils sont la raison quand les adultes leur font défaut. Je l'ai emmené manger une glace cet après-midi-là, même s'il faisait froid et qu'aucune de nous n'en avait vraiment envie. Je crois que j'avais juste besoin d'un endroit lumineux, bruyant et ordinaire pour lui dire une vérité partielle. Je lui ai dit que parfois, les adultes font des choix méchants parce qu'ils se soucient plus de la commodité que de la gentillesse. Je lui ai dit que lorsque les gens nous traitent mal, nous ne courons pas après leur amour. Nous protégeons notre paix. Elle n'a pas tout compris, et Dieu merci pour cela. Mais elle s'est appuyée contre moi dans la banquette et a demandé si nous pourrions quand même aller quelque part de tropical un jour. Je lui ai promis que nous le ferions. Gavin est passé plus tard ce soir-là et m'a aidé à organiser une chronologie, date des paiements, date de confirmation, promesse sur la conversation de groupe, date d'annulation, date de la désinvitation, texto de menace, story Instagram. Il a imprimé des choses, surligné des choses, fait des piles nettes que je n'aurais pas pu faire moi-même, car chaque fois que je lisais les mots « les enfants de ta sœur ne veulent pas la voir », ma poitrine se serrait à nouveau. Il y avait quelque chose dans le fait d'avoir un autre adulte assis à ma table de salle à manger et de traiter toute cette affaire pour ce qu'elle était, un tort réel. Pas seulement un drame familial qui m'a stabilisé. Il ne m'a jamais dit une seule fois que je devais leur pardonner. Il n'a jamais suggéré une seule fois que je surréagissais. Il a juste continué à aider. À un moment donné, il a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Il compte sur la culpabilité pour faire ce que la logique ne peut pas ». Cette phrase m'est restée, car il avait raison. La logique disait que j'avais payé pour quelque chose et que j'en avais été exclu. La logique disait qu'ils avaient reconnu par écrit qu'ils me rembourseraient. La logique disait qu'ils n'avaient aucun droit au bénéfice de mon argent après nous avoir exclus, ma fille et moi. La culpabilité était le seul outil qu'il leur restait, et ils avaient passé des années à l'aiguiser sur moi. C'est aussi cette semaine-là que j'ai appris à quel point ma sœur s'était vantée du voyage. Une de mes cousines m'a envoyé un message privé pour me demander s'il était vrai que l'incroyable escapade familiale d'Erika aux Maldives était tombée à l'eau. J'ai juste fixé l'écran. Incroyable. C'est ainsi qu'elle l'avait vendu en ligne, au travail et à ses amis. Pas un mot sur la sœur qui finançait tout ce fantasme. Pas un mot sur la nièce dont elle ne voulait pas. J'ai répondu par texto une réponse prudente, puis je suis resté assise sur mon canapé en silence pendant un long moment. L'humiliation qu'elle ressentait maintenant n'était pas quelque chose que j'avais créé. C'était la conséquence naturelle de construire son bonheur sur la générosité de quelqu'un d'autre, puis de le mettre de côté. À la fin de cette semaine, j'avais cessé d'attendre des remords. C'est alors que quelque chose a changé. La douleur était toujours là. La colère aussi. Mais sous les deux, quelque chose de plus dur avait commencé à se former. La clarté. Je leur ai donné une chance nette de réparer les choses. Gavin m'a aidé à rédiger une demande de remboursement formelle qui était directe, factuelle et impossible à mal comprendre. Elle exposait le montant que j'avais avancé, les messages dans lesquels le remboursement avait été promis, l'annulation de notre participation par leur choix, et le montant que j'attendais en retour. Elle leur donnait une date limite. Elle ne contenait aucune menace. Elle n'incluait aucun langage émotionnel. C'était délibéré.
Je voulais une trace montrant que j'avais d'abord essayé la voie civilisée. Ma mère a répondu par un mur de texte si long que j'ai dû faire défiler 2 fois. Le cœur du message était simple. La famille ne facture pas la famille. L'argent était un cadeau. Je l'avais offert volontairement. Demander le remboursement maintenant était cruel et égoïste. J'ai tout lu une fois, puis j'ai tendu le téléphone à Gavin, car ma vision était devenue floue de colère. Il l'a lu, a levé les yeux et a dit « Bien. Elle vient de te donner quelque chose d'utile. » La réponse de ma sœur était plus courte et plus laide. Elle a dit « Si j'avais voulu que l'argent soit un prêt, j'aurais dû le préciser. » J'en ai ri à voix haute, car elle savait exactement à quel point cela avait été clair. Elle était là dans la conversation de groupe quand elle a demandé si quelqu'un pouvait avancer les coûts jusqu'après le voyage. Elle était là quand ma mère a dit que tout le monde réglerait ses comptes plus tard. Elle était là pour chaque supposition que je couvrirais les frais maintenant, parce que je couvrais toujours tout maintenant. Gavin et moi nous sommes assis à ma table de cuisine cet après-midi-là pour examiner mes options. En raison du montant en jeu et de la documentation que j'avais, il y avait une réelle voie à suivre. Il a expliqué les délais, les frais de dossier, la différence entre l'émotion et la preuve, ce qui importait au juge et ce qui ne leur importait pas. Il ne m'a pas poussé. Il a simplement tout exposé et m'a laissé le choix, là où il devait être, avec moi. Cette nuit-là, après que ma fille se soit endormie, je suis resté dans le couloir à regarder la chaîne de comptes à rebours en papier qu'elle avait faite pour le voyage. Il y avait encore quelques maillons suspendus, car après que tout a explosé, elle avait arrêté de les arracher. J'en ai touché un et j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à choisir la paix plutôt que le respect de moi-même, parce que j'étais terrifié d'être qualifié de difficile. Puis je suis retourné à la cuisine et j'ai dit à Gavin de déposer la plainte. Une fois la paperasse déposée, le silence de ma famille est devenu absolu. Pas d'excuses, pas de négociations, pas de tentative de réparer quoi que ce soit. Ils m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Ma mère a cessé d'appeler. Ma sœur a cessé d'envoyer des messages. C'était comme si j'étais morte et qu'ils avaient déjà réarrangé les meubles autour de l'espace vide. Ça a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Même lorsque les personnes qui vous blessent sont toxiques, une partie de vous pleure toujours la version d'eux que vous espériez voir enfin apparaître. Mais enfoui dans ce chagrin, il y avait un soulagement si fort qu'il semblait presque illégal. Fini les exigences de la conversation de groupe. Fini les courses basées sur la culpabilité. Fini d'être celle qui conduisait plus loin, payait plus, faisait des compromis en premier et souriait à travers tout ça. Pour la première fois depuis des années, ma vie est devenue plus petite, dans le bon sens. C'était juste moi, ma fille et les routines qui nous appartenaient. Je l'ai inscrite à des cours de natation, car je ne pouvais pas lui offrir une île tropicale sur le moment, mais je pouvais lui offrir de l'eau, du mouvement et quelque chose à attendre avec impatience. Le premier jour à la piscine, elle s'est accrochée à ma main, puis 10 minutes plus tard, elle a ri si forte en éclaboussant le moniteur que les gens se sont retournés pour sourire. Je suis resté là à la regarder et j'ai pensé, peut-être que la guérison n'arrive pas toujours de manière spectaculaire. Peut-être que parfois, elle ressemble à du chlore dans les cheveux et à une petite fille qui apprend à flotter. Gavin est devenu une partie de notre vie. Si progressivement que je ne l'ai presque pas remarqué. Il passait avec des plats à emporter et restait pour aider aux devoirs. Il a appris à ma fille un jeu de cartes auquel elle est immédiatement devenue meilleure que lui. Il a réparé une chaise de cuisine bancale sans en faire tout un discours. Il avait cette façon de se montrer qui ne ressemblait jamais à de la pression, juste à de la stabilité. Un soir, après les cours de natation, ma fille a demandé si Gavin venait dîner, puis a rougi en réalisant ce qu'elle avait dit. J'ai ri pour la première fois depuis des jours, un vrai rire, et je lui ai dit peut-être. Elle a haussé les épaules comme si de rien n'était. Mais plus tard, en se brossant les dents, elle a dit à travers une bouche pleine de mousse, il est gentil parce qu'il me parle comme si j'étais réel. J'ai dû me détourner pour qu'elle ne voie pas mon visage. Parce que les enfants savent. Ils savent qui les voit et qui ne les voit pas. Plus l'audience approchait, moins je craignais la partie légale et plus je pleurais la vérité émotionnelle de la situation. Il fut un temps où l'idée d'intenter une action contre ma propre famille m'aurait semblé impossible. Maintenant, cela semblait juste tardif. Ce qui m'a finalement poussé jusqu'au bout, c'est une pensée que je ne pouvais pas chasser. Si des étrangers avaient fait cela à ma fille, personne ne se demanderait si j'avais le droit de me défendre. Le sang ne rendait pas cela moins répréhensible.
Au contraire, cela le rendait pire. 6e partie. Le matin de l'audience, je me suis réveillé avant mon réveil avec ce sentiment de vide que l'on ressent avant quelque chose d'important et de laid. Je me suis habillé avec soin, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de me sentir posé et difficile à ignorer. Gavin est venu me chercher tôt, m'a tendu un café, m'a demandé si j'avais mangé et n'a pas rempli la voiture de fausses assurances. Je l'ai un peu aimé pour ça avant d'être prête à l'admettre. Le palais de justice était plus froid que je ne l'imaginais. Ma mère était déjà là, serrant son sac à main comme s'il pouvait la sauver. Ma sœur se tenait à côté d'elle dans un blazer rigide, la mâchoire serrée, les yeux bouffis d'une manière qui suggérait qu'elle avait pleuré pour les faits. Brandon avait l'air plus irrité que honteux, ce qui lui correspondait parfaitement. Aucun d'eux ne m'a parlé au début. Puis ma mère a levé les yeux et a dit doucement, « Daniel, est-ce vraiment nécessaire ?» J'ai soutenu son regard et j'ai dit, « C'est devenu nécessaire au moment où vous avez décidé que Mila et moi n'étions pas assez de la famille pour le voyage que j'ai payé. » Elle a détourné le regard la première. L'audience elle-même n'était pas dramatique comme à la télévision. Pas de cris, pas de témoins surprises, juste des faits, des papiers, des dates et la lente humiliation de voir la vérité exposée. Gavin m'avait aidé à tout rassembler dans un dossier si impeccable que même moi, j'étais impressionné. Relevé de cartes, confirmation de réservation, messages familiaux me demandant d'avancer les coûts. Le message promettant que tout le monde me rembourserait. La chronologie montrant quand j'ai été exclu, les captures d'écran de la story Instagram de ma sœur se faisant passer pour une victime. La demande de remboursement, leur refus. Ma sœur a essayé de soutenir que j'avais surréagi et que le voyage n'avait été qu'ajusté, pas annulé. Le juge a demandé, ajuster comment, exactement, si la personne qui paie le voyage et son enfant se voit dire de ne pas venir la veille du départ? Ma sœur a bafouillé. Ma mère a essayé l'argument du cadeau, mais les messages écrits l'ont immédiatement anéanti. Avancer les coûts n'est pas le langage d'un cadeau. Régler les comptes plus tard n'est pas le langage d'un cadeau. Tout le monde dans cette salle le savait. Brandon a essayé de ramener le débat sur les enfants, disant que les émotions étaient à vif et que tout le monde essayait de maintenir la paix. Le juge a demandé si exclure un enfant qui n'avait rien fait de mal était leur version de maintenir la paix. Je ne pense pas que j'oublierai jamais le silence qui a suivi. Ce n'était pas seulement qu'ils n'avaient pas de bonne réponse. C'était que, pour peut-être la première fois de leur vie, leur tactique familiale habituelle n'avait aucun pouvoir. Il n'y avait pas de culpabilité à instrumentaliser, pas d'histoire derrière laquelle se cacher, juste un dossier, juste des preuves, juste la forme laide de ce qu'ils avaient fait. Quand on m'a demandé de parler, je suis resté simple. J'ai dit que j'avais payé pour un voyage familial parce qu'on m'avait demandé d'avancer les coûts, avec l'entente que je serais remboursé. J'ai dit que ma fille et moi avions été retirés de ce voyage par les défendeurs la veille du départ. J'ai dit que j'avais annulé les réservations parce que je ne subventionnerais pas des vacances dont nous avions été exclus. J'ai dit que je leur avais donné l'occasion de me rembourser et qu'ils avaient refusé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de discours sur la trahison. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient assez cruels en eux-mêmes. La décision est tombée plus vite que je ne l'imaginais. Le juge a statué en ma faveur et a ordonné le remboursement du montant soutenu par l'accord écrit et la documentation, plus les frais. Ma mère a fermé les yeux comme si elle avait été frappée. Ma sœur est devenue blanche puis rouge, comme le font les gens quand la honte et la colère se heurtent. Brandon a marmonné quelque chose dans sa barbe, ce qui lui a valu un regard sévère du greffier. Je ne me sentais pas triomphante comme je l'avais imaginé. Je me sentais fatiguée. Justifiée, oui. Soulagée, certainement. Mais surtout fatiguée à un niveau qui n'avait rien à voir avec le sommeil, parce que gagner signifiait faire face à une vérité que je ne pouvais plus adoucir. Ils avaient vraiment cru qu'ils avaient droit à mon argent et le droit de rejeter mon enfant. À l'extérieur du palais de justice, ma mère a tenté une dernière fois. Elle a dit qu'elle espérait que j'étais heureuse maintenant. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle pensait toujours que l'histoire concernait l'argent. J'ai dit, non, j'en ai juste fini de payer pour être maltraité. Puis je suis parti. Gavin nous a ramenés à la maison dans un quasi-silence jusqu'à ce que nous nous garions dans mon allée. Ma fille était chez une voisine pour l'après-midi, ce qui laissait la maison silencieuse d'une manière qui semblait presque sacrée. Je suis resté assise dans la voiture garée une seconde de plus que nécessaire, car mes mains avaient commencé à trembler maintenant que c'était fini.
Gavin s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'allais bien. J'ai ri une fois et j'ai dit que je ne savais pas. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse parfaitement acceptable. Puis il a dit quelque chose que je ne pense pas que j'oublierai jamais. Tu n'as pas brisé ta famille aujourd'hui. Tu as arrêté de les laisser te briser. Je l'ai regardé, et c'est à ce moment-là que toute la forme de ma vie a changé. Pas de manière spectaculaire comme dans un film, juste cette compréhension silencieuse et indéniable que cet homme s'était tenu à mes côtés pendant la partie la plus laide de ma vie sans rien demander en retour. Avant que je puisse me dissuader, j'ai attrapé sa main. Il a serré la mienne une fois, doucement, comme s'il comprenait exactement ce que je disais et ce que je n'étais pas encore prêt à dire. L'argent est bien revenu, mais pas avec grâce. Ma mère a envoyé sa part en premier, sans mot d'accompagnement, ce qui semblait parfaitement dans son caractère. Ma sœur a fait traîner les choses puis a payé en plusieurs fois, chaque versement étant assez tardif pour être irritant, mais pas assez pour violer l'ordonnance. Brandon ne m'a jamais contacté du tout, ce qui m'allait très bien. Il n'y a eu aucune excuse, aucune prise de conscience soudaine, aucun message sincère sur la famille et les regrets. Juste des virements, le silence et la fin administrative et froide d'une relation qui avait autrefois occupé bien trop de place dans ma vie émotionnelle. Et peut-être que ce n'est pas la fin que les gens attendent quand ils entendent une histoire comme celle-ci. Les gens aiment la rédemption. Ils aiment les réunions. Ils aiment la scène où les coupables s'effondrent enfin et admettent qu'ils avaient tort. La vraie vie ne vous donne pas toujours ça. Parfois, tout ce que vous obtenez, c'est la distance. Et si vous avez de la chance, cette distance devient la paix. Quelques mois plus tard, après avoir reconstitué mes économies et démêlé le gâchis des crédits de voyage et des annulations qu'ils avaient laissés derrière eux, j'ai emmené ma fille aux Maldives moi-même. Pas comme une grande déclaration, pas pour poster une photo de vengeance mesquine en ligne, juste parce que je lui avais promis de l'eau bleue et que je voulais, pour une fois, tenir une promesse sans que personne d'autre n'interfère. Le voyage était plus modeste que le plan initial, et 1000 fois meilleur. Pas de dîner de groupe tendu, pas de demandes concurrentes, pas de faux semblants. Juste moi et ma petite fille mangeant des fruits au bord de l'eau, riant de nos nez brûlés par le soleil, regardant les poissons se déplacer sous le quai comme des confettis vivants. Un matin, au petit déjeuner, elle s'est tournée vers moi et a dit très sérieusement, « Je pense que c'est mieux parce que personne n'est méchant. » J'ai dû baisser les yeux vers mon café pendant une seconde, car les enfants ont une façon de réduire des tragédies d'adultes compliquées à une seule phrase si simple qu'elle ressemble à une lame. Elle avait raison. C'était mieux. Non pas parce que c'était plus luxueux ou plus exclusif, mais parce que c'était sûr. Parce que la joie ne peut vraiment exister que là où la peur n'est pas à ses côtés. Gavin est resté dans nos vies si naturellement que j'ai commencé à avoir l'impression qu'il avait toujours été là. Il venait aux compétitions de natation de ma fille et applaudissait comme si chaque course était les Jeux Olympiques. Il faisait des crêpes le dimanche, mal mais fièrement. Il n'a jamais essayé de remplir un rôle que personne ne lui avait demandé de remplir. Il a juste continué à se montrer avec patience et gentillesse, ce qui s'est avéré plus puissant que le charme. Environ 6 mois après le procès, il m'a demandé en mariage dans ma cuisine, avec de la farine sur sa manche et une sincérité absolue sur son visage. Ma fille a crié avant même que je réponde, ce qui nous a tous fait rire si fort que je me suis mise à pleurer quand même. Ce n'était pas un grand geste romantique dans un restaurant aux chandelles. C'était mieux que ça. C'était réel. Environ 1 an après l'audience, j'ai appris la partie de l'histoire qui a encore le pouvoir de me vider si j'y pense trop longtemps. Un parent m'a appelé après une réunion de famille à laquelle je n'avais pas assisté. Et dans ce demi-murmure coupable que les gens utilisent quand ils sont sur le point de vous dire quelque chose de laid, il a dit qu'il y avait plus à la raison pour laquelle les enfants de ma sœur n'avaient pas voulu de Mila pendant le voyage. Il s'est avéré que Wyatt et Léa avaient été cruels avec elle depuis plus longtemps que je ne le savais. Ils s'étaient moqués d'elle pendant les fêtes. Ils avaient fait des commentaires sur le divorce. Ils l'avaient blâmée pour des choses que les enfants ne devraient jamais avoir apportées. Et ma sœur et ma mère le savaient toutes les deux. C'est la partie qui m'a anéanti. Pas que les enfants puissent être méchants. Les enfants apprennent la cruauté de quelque part, et ils peuvent apprendre à être meilleurs. Mais les adultes dans la pièce savaient que mon enfant était blessé et avaient décidé que le chemin le plus facile était de protéger le confort de l'unité familiale la plus bruyante. Ils n'ont pas seulement échoué à la défendre. Ils ont protégé les personnes qui la blessaient, puis ont essayé de la retirer du tableau comme si elle était le problème.
Je me suis assise à ma table de cuisine après cet appel et j'ai pleuré d'une manière que je n'avais pas pleuré depuis la veille du voyage. Pas parce que je voulais que ces gens reviennent. Je ne le voulais pas. Pas parce que je regrettais le procès. Je ne le regrettais pas. J'ai pleuré parce qu'il y a un chagrin très spécifique qui vient avec la réalisation que votre enfant portait une douleur en silence pendant que vous essayiez encore de gagner l'amour de personnes qui n'avaient aucune intention de le donner honnêtement. Quand j'ai demandé doucement à ma fille, bien plus tard, si quelqu'un lui avait déjà dit des choses lors d'événements familiaux qui l'avaient fait se sentir mal, elle est devenue très silencieuse. Puis elle m'en a dit un peu. Pas tout, j'en suis sûr, mais assez. Assez pour que je comprenne pourquoi elle était devenue si silencieuse après le divorce. Assez pour que je comprenne que l'appel des Maldives n'était pas sorti de nulle part. Il s'était construit sur de plus petites cruautés depuis longtemps. Cette connaissance ne m'a pas donné envie de réconciliation. Elle m'en a guéri. Certaines portes doivent rester fermées. Certaines personnes perdent le droit à votre vulnérabilité. Certaines relations ne survivent que parce qu'une personne continue de saigner pour les maintenir en vie. J'en avais fini avec ça. La vie maintenant n'est pas parfaite, mais elle est saine d'une manière que je pensais autrefois impossible. Ma fille est plus bruyante, plus heureuse, plus forte de la meilleure des manières. Elle nage comme si l'eau lui appartenait. Gavin brûle toujours les crêpes. Je fais toujours trop de bagages pour chaque voyage. Nous rions plus en une semaine que je ne riais autrefois en des saisons entières de ma vie. Et la leçon que je tire de tout cela est une leçon que j'aimerais que plus de gens, en particulier les parents, comprennent plus tôt. La paix construite sur la douleur de votre enfant n'est pas la paix. L'harmonie familiale qui dépend du fait qu'une personne soit silencieuse, généreuse et infiniment indulgente n'est pas de l'amour. Et fixer des limites avec des personnes qui partagent votre sang n'est pas de la cruauté quand ces personnes continuent d'enseigner à votre enfant qu'elle est moins digne de protection que tout le monde dans la pièce. Parfois, la chose la plus aimante qu'une mère puisse faire est d'arrêter de qualifier les mauvais traitements de normaux. Parfois, la leçon la plus importante qu'un enfant puisse apprendre est que l'amour doit être sûr, et non conditionnel. Et parfois, quitter la table n'est pas perdre sa famille. C'est enfin construire la bonne. Si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et protéger votre propre cœur ou celui de votre enfant, j'espère que vous savez ceci. Vous n'êtes pas égoïste de choisir la sécurité. Vous n'êtes pas dramatique de dire la vérité. Et vous n'avez pas tort de refuser de financer votre propre humiliation simplement parce que les personnes qui vous humilient se trouvent être de votre famille.